Madame Louwagie, donc qu'attendez-vous de cette soirée? Vous avez un micro, bonsoir. Très bien, alors en premier lieu, je vais saluer chacune et chacun. Eh bien, je suis très heureuse ici de vous accueillir, donc avec mes collègues, comme cela a été dit par Christophe Bayard, avec mes collègues parlementaires et élus, président du conseil départemental et maire, nous avons souhaité donc nous associer à ce grand débat national pour l'organiser et faire en sorte que nous puissions, à l'issue de ce grand débat national, éditer, proposer quelque chose de très particulier donc, pour l'Orne qui correspond finalement à nos territoires. Alors, premier thème, la fiscalité, les dépenses publiques. Alors, Bonsoir, donc, je m'appelle Audin Nicolas, je suis âgé de 21 ans et je suis en service civique. Ce soir, je suis là car il y a eu des débats organisés par la mission locale de l'Aigle-Mortagne et je me suis porté volontaire avec 2 autres jeunes pour représenter donc, la parole des jeunes et vous faire part de leurs propositions. Donc, dans le domaine fiscalité et dépenses publiques, l'une des propositions qui a été portée, c'est justement la redistribution des finances. Et l'une des propositions est de taxer les personnes les plus riches, ce qui permettrait de pouvoir payer des personnes qui aideraient les jeunes dans leur démarche administrative en faisant travailler ces personnes dans les services publics. Parce qu'il s'avère qu'on a beaucoup de jeunes actuellement qui ont du mal parfois avec les ordinateurs, ou qui tout simplement n'ont pas d'ordinateur chez eux et pas internet, ou si, tout simplement s'ils les ont, ils ont du mal à faire leur démarche car c'est très compliqué à faire. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas pour cette première intervention. Il en fallait une, hein, évidemment, il faut démarrer. C'est très bien, un service civique. Alors, on va, voilà, vous levez la main et vous n'hésitez pas à parler, à vous exprimer sur, en particulier donc sur ce premier thème. Bonsoir madame. Bonsoir, je m'appelle Josette Roger, je suis réputée assez bavarde. Alors je vais faire court. Moi je constate que la fiscalité est très particulière en France parce qu'on a quand même réussi à inventer un impôt sur l'impôt, avec la CSG qui est imposable et une partie non imposable. Je pense qu'il faudrait supprimer, soit on la rend complètement non imposable, puisqu'un impôt qui est déjà payé, je ne vois pas pourquoi on repaierait une deuxième fois. Je ne vais pas m'éterniser, donc la CSG augmentée chez les personnes retraitées, je pense que ça a un petit peu fâché tout le monde. On a vu au départ du mouvement énormément de retraités sur les ronds-points. On les voit moins parce qu'ils sont surtout attachés à la démocratie. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi je voulais tout simplement dire aussi que si on devait faire des économies, il faudrait aussi voir par rapport à l'État. Parce que, comme tout le monde sait, Madame Macron a un petit peu dilapidé vos impôts dans la moquette. Je crois que c'est il y a eu la piscine aussi, des trucs exorbitants, alors qu'on demande au peuple de serrer la ceinture. Je pense que c'est l'État qui devrait aussi montrer l'exemple. Bonsoir monsieur, après Josette. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Paul. L'État s'est doté d'une belle institution que tout le monde connaît et qui régulièrement, tous les ans, décerne les Césars ou les Oscars, que vous voulez, du gaspillage public. On a tous reconnu, bien entendu, la Cour des comptes, qui régulièrement dénonce des erreurs, des abus, des dérapages, et qui les dénonce d'ailleurs malheureusement à peu près tous les ans. On retrouve les mêmes, mais il n'y a aucun effet correctif de ces remarques. Pourquoi ce qui est souligné comme des gaspillages ou des erreurs ne fait jamais l'objet de reprise, de correction? En tout cas, s'il y a des corrections, elles n'apparaissent pas. Voilà une constatation avec la Cour des comptes finalement qui dit des bonnes choses, mais comme l'enfer, c'est pas des bonnes intentions, mais ça reste là. D'accord, c'est bien. Voilà une remarque judicieuse. Merci Jean-Luc. On continue. Alors,
c'est vrai qu'on peut, voilà, je peux me retourner derrière, juste derrière moi, il y a peut-être voilà, une dame qui va intervenir. Bonsoir madame. Merci, je m'appelle Josiane Sélaer, je suis retraitée. Alors je vais peut-être faire bondir certaines personnes, mais je trouve qu'il y a trop de dépenses pour les députés, les sénateurs, enfin excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je pense. Et je pense que la France vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire on vit comme sous le règne de Louis XIV. Enfin, il y a des dorures un petit peu partout. Depuis 40 ans, d'ailleurs. Oui, enfin oui, c'est pas ça uniquement maintenant. En plus, attendez, je ne sais plus. Enfin, ça, les députés savent. Enfin, je suis contente d'en avoir, mais je trouve qu'il y en a de trop. Ah oui, et puis en plus, tout ce qui est versé aux anciens présidents. Alors là, moi, je trouve ça inadmissible. Vu ce qu'on demande aux retraités, aux ouvriers, aux gens au chômage, ils ont déjà un bon salaire, une bonne retraite. Ils bénéficient, enfin, ce qu'on voit dans les médias, de beaucoup d'avantages. Et je pense qu'on pourrait déjà commencer par réduire ce genre de dépenses. Et puis tout ce qui va avec, le Sénat, la Chambre des députés et tout, je pense qu'il pourrait faire des économies un petit peu et ça profiterait à beaucoup de personnes. Fraude fiscale aussi. Bonsoir, Serge Delavallée. Moi, je voudrais parler un peu de la ruralité et du monde de la médecine. Je crois qu'on souffre actuellement du manque de médecins sur les territoires ruraux. Même l'Aigle, on a du mal à trouver des médecins, je pense aussi à l'hôpital. Est-ce qu'il ne serait pas temps de flécher le... Pardon, c'est pas le thème? C'est leur thème? Non, c'est parfait, parce que bon, ça va te permettre d'enchaîner avec le deuxième thème, ça fait déjà une bonne demi-heure que nous sommes sur le thème. Désolé. Mais ça n'empêchera pas les personnes de reparler de la fiscalité. Hein. Je suis pas allé au bout? Bien sûr, Serge, bien sûr. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de flécher les premières années d'installation des médecins sur des territoires qui manquent de médecins pour 3-4 ans? Après tout, tout est payé pour un médecin des études. Il n'y a pas de raison qu'il ne donne pas aussi un petit peu pour la nation, parce qu'au train où on va, on n'aura plus de médecins sur nos territoires. On voit bien que plus ça va, moins il y a de médecins. À partir du moment où il est question effectivement d'argent public, les citoyens, qui sont donc les commanditaires, devraient pouvoir avoir toutes les informations liées à ces finances publiques. C'est-à-dire non seulement les dépenses, mais également avoir accès aux productions, ce qui fait pas mal de réductions pour certains projets. Je pense notamment à tout ce qui est lié à l'accessibilité. Par exemple, si vous faites des travaux de voirie ou des travaux de certains bâtiments publics pour les accès handicapés, ça permet de les référencer sur une map, ça permet de réduire les coûts donc pour de futurs projets. Et ça permet éventuellement de pouvoir s'informer et ainsi de changer notamment certaines directions, puisqu'on peut comprendre ce qui se passe. Alors, soit changer la direction, soit au contraire, comprendre et accepter, du coup, l'utilisation qui est faite de l'argent. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que chacune de vos questions nécessiterait une soirée de réponse et une soirée de débat. Donc, vous voyez qu'on a bien fait de commencer, mais je crois que chacune des questions est importante et chacune des questions, notamment sur la médecine et ce que fait le département, notamment sur la suppression d'un certain nombre d'élus, chaque question nécessiterait à elle seule une soirée de débat. Donc vous voyez bien qu'on n'arrivera pas à débattre complètement, mais c'est très important. Alors, moi, je voudrais revenir sur le thème de cette première partie, de la fiscalité des dépenses publiques et de ce qu'on appelle l'acceptation à l'impôt. Je voudrais quand même vous dire que la France est extrêmement endettée. Je suis rapporteur à la Commission des Finances du budget des engagements de l'État, c'est-à-dire de la dette. On a dépassé les 100% d'endettement, mais ça ne va pas s'arranger, parce que la dette qui doit être remboursée en 2019 arrive à terme, il va falloir emprunter pour rembourser, et qu'en plus, avec les mesures qui ont été prises grâce aux Gilets jaunes, c'est 10 milliards qu'on a de toute façon pas financés. Par l'emprunt encore. Donc ça va encore nous coûter de l'argent. Donc on est dans une situation absolument extravagante. Et moi, j'ai un petit trouble obsessionnel compulsif, petit TOC. Petit TOC, c'est la fraude fiscale et la fraude sociale. Et je suis extrêmement étonnée qu'on n'en ait pas encore parlé, parce qu'il faut quand même aller chercher les sous dans la poche des gens qui sont riches. Alors, vous
vous avez la grosse fraude fiscale, les grosses entreprises, etc. Vous avez la fraude sociale, et je peux me permettre de dire que le département a engagé quelqu'un pour chasser précisément la fraude sociale au sein d'un département, que dans une petite caisse d'allocation familiale comme celle de Flers, ils ont cette année récupéré plus d'1 million d'euros qui avaient été fraudés. Donc moi je pense que parmi les priorités, il y a la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Parce que là, il y a un gisement qui est extrêmement important. Parce que la fraude fiscale, c'est de l'argent qui ne rentre pas. La fraude sociale, c'est de l'argent qu'on paye, qu'on sort tous les mois, au profit de gens qui n'en ont pas besoin. Et chacun d'entre vous ici connaît quelqu'un qui triche. J'en suis persuadée parce que c'est toujours le cas. Nos élus? Pardon? Nos élus? Pas vraiment, non. Cahuzac, Balkany. Je pense qu'ils ont plus piqué. Pas ceux-là, en tout cas. Et si on en parlait sur la transparence, avec pas mal de choses aussi. De toute façon, s'il n'y avait pas eu Cahuzac, il n'y aurait pas eu le texte sur la transparence, donc à un moment, il a été largement je pense que Balkany, si on prend la... C'est qu'on doit faire de cette fraude sociale et de cette fraude fiscale une priorité si on veut arriver à remonter les finances de l'État et permettre, vous voyez bien que des gens qui touchent des allocations auxquelles ils n'ont pas droit, c'est autant qui ne va pas aux agriculteurs et à leur retraite à 700 € par mois. C'est autant qui ne rentre pas dans les fonds qui sont nécessaires pour aménager les services publics en zone rurale, la santé, etc. C'est-à-dire que c'est tout ce qui manque à nos services. Je voulais dire que, à mon sens, dans ce débat sur la fiscalité des finances publiques, on doit placer en priorité la fraude, la lutte contre la fraude. La question de la fraude, effectivement, Internet, elle est voulée. Oui, alors le monsieur va attendre un tout petit peu, madame. Allez-y, bonsoir. Bonsoir, Françoise. Vous parlez bien près du micro. Françoise, retraitée. Bon, vous avez parlé de gaspillage, de fraude, etc. Moi, je voudrais aussi qu'on parle de quelque chose d'important, c'est l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, parce que le capital, le capital, il existe, on n'aurait pas un sou, il n'y aurait pas la richesse du pays France, mais la richesse du pays France est là. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse? La part que l'on accorde aux actionnaires, la part que l'on accorde à l'investissement. Si on ne fait pas l'investissement, on ne va pas créer de richesse. Et aussi la part que l'on distribue. Parce qu'il faut écouter la souffrance. Il va falloir trouver une réponse à cette souffrance qui existe. Alors, tout n'est pas là, parce qu'il y a des tas de choses qui se recoupent, etc. Mais les fraudeurs, il faut s'occuper aussi de quelque chose dont on n'ose pas parler, c'est ce capital, c'est l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, et aussi une philosophie qui s'appelle l'optimisation fiscale. Alors l'optimisation fiscale, on peut lui redonner aussi du sens et un peu de moralité. Voilà, je dirais ça. Après, il y a autre chose quand on reviendra peut-être sur l'Assemblée nationale. On va faire du politiquement correct. On parle de retraite, on parle d'argent, on parle d'éducation, mais il faut qu'on réalise que si demain, tout le monde gagne 5 000 € par mois, dans 50 ans, on est tous morts. Parce qu'il y a la transition écologique, si elle n'est pas faite, on va tous crever. Donc c'est bien de parler de pognon, c'est bien de parler d'éducation, c'est bien de parler de plein de choses, mais il faut voir plus loin, c'est quoi l'avenir de nos gamins si on pense qu'à nos gueules maintenant. Vous parliez d'éducation, monsieur, vous parliez qu'il faut instruire, qu'il faut apprendre aux enfants à savoir les plantes et autres. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui a 16 ans, dans une société où à 16 ans les enfants sortent de l'école, ne savent pas lire, ne savent pas écrire, un an après ils deviennent parents. Donc à 17 ans, j'englobe, à 17 ans ils sont parents, les gamins n'ont même pas percé leur dernier bouton acné qu'ils deviennent parents. Ils sont lâchés comme ça. Et bien évidemment, ça fait des personnes au RSA ou au chômage. Et on leur tape dessus parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, parce qu'ils ne peuvent rien faire, on ne leur donne pas les moyens. Ici, on vit dans une société où c'est le nombrilisme qui parle. La preuve, je parle, personne n'écoute. Alors ne vous inquiétez pas, parce que tout ce que vous avez dit, effectivement, on vous écoute, on prend note sur ce que vous dites.
ces sujets d'environnement, d'écologie. Moi, je vois tous mes amis qui sortent de l'école, on est très... Enfin, c'est des sujets sur lesquels on est particulièrement sensible et sur lesquels il y a beaucoup de travaux de fait. Et si aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas les moyens de mettre en place toutes ces nouvelles formes d'agriculture, je pense à l'agroforesterie, je pense à l'agriculture de conservation et la permaculture, je pense que c'en est un exemple, mais c'est aujourd'hui un peu plus difficile à mettre en place à grande échelle, donc l'agriculture de conservation se rapproche un peu plus de ce type d'agriculture, mais enfin, pour mettre en place tout ça, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et enfin, je pense par exemple que ça va être de plus en plus compliqué parce qu'en ce moment, par exemple, à l'échelle européenne, sont négociés de plus en plus d'accords bilatéraux avec des grandes puissances agricoles. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande, au Mercosur, qui sont de grosses puissances agricoles et qui sont très compétitifs sur leurs produits agricoles. Et nous, on cherche à exporter nos services. Donc on se sert de l'agriculture comme monnaie d'échange et au détriment des agriculteurs qui vont de plus en plus peiner et justement qui ont des rôles écologiques, donc, mais pour de nouvelles formes d'agriculture, mais parce qu'aussi ils participent au maintien des populations, au maintien du territoire. C'est eux qui forment les écosystèmes. Aujourd'hui, enfin, ça me fait doucement rire d'entendre les urbains, même certains ruraux, qui donnent des leçons aux agriculteurs qui sont des pollueurs alors que tout le monde prend l'avion, alors on est citoyen du monde, comme disait monsieur, mais à quel prix? C'est vrai qu'aujourd'hui, la transition écologique, pour moi, doit être au cœur de tous les débats. Et c'est très important de parler de ça avec beaucoup de justesse, parce qu'en attaquant certains sujets, on oublie les bases qui sont quand même, je pense, au cœur de la ruralité. Et il faut que les agriculteurs puissent vivre dans leur activité si on veut pouvoir aller plus loin sur ces questions-là, tout en réussissant à nourrir le monde, parce qu'aujourd'hui, voilà, la permaculture, c'est une agriculture intéressante, mais au niveau des rendements, on n'y est pas encore. Donc, vraiment, il faut que la recherche se fasse au profit de formes d'agriculture qui soient à la fois rentables, performantes et qui puissent employer du monde. Voilà, créer des entreprises de transformation, mais avec lesquelles on puisse écouler nos stocks, parce que ça coûte cher et on n'est pas compétitif pour vendre nos produits français. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi appuyer aussi sur le fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué quand on est en grande surface, par exemple, de savoir exactement ce qu'on achète. Je pense qu'il y a énormément à faire sur la lisibilité des produits. Il y a eu les sommets de l'alimentation il n'y a pas si longtemps, desquels je pense que principalement est sortie la loi Egalim, mais finalement sur la lisibilité des produits, il n'y a pas eu tant de choses de fait que ça. Et je vois, enfin, même pour moi, ou pour des gens alertés, non, mais je pense que quand on est capable je pense que je suis capable d'acheter français, mais même en le voulant, je trouve ça compliqué. Et je pense que on est peut-être berné, par exemple. Je pense que le bio est très controversé. On va acheter bio, mais ça peut être des produits qui sont importés de je ne sais pas quel pays. Est-ce que c'est vraiment bio? Il y a toute la durée de vie du produit. L'impact carbone, voilà. Donc je pense que c'est très difficile et je pense que sur la lisibilité des produits, il y a beaucoup de choses à faire. Alors moi je vais continuer sur la transition écologique du coup, car c'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement et que je trouve le plus important, en tout cas de mon point de vue. Tout d'abord, je vais énumérer deux propositions qui ont été faites par les jeunes de la mission locale. Donc un premier qui est de mieux communiquer sur le tri et le recyclage. Il en est ressorti des différents ateliers qu'on a eu avec la mission locale et entre les jeunes, qu'en zone rurale, les moyens à disposition pour trier les circuits de recyclage restent peu connus. Voilà. Donc est-ce qu'il serait possible justement d'améliorer la communication sur ce sujet, que tous les habitants de chaque commune soient bien informés. Une deuxième proposition qui a été faite, c'est de réduire, voire de supprimer les emballages, et notamment les emballages plastiques. Et papier, les emballages en général, je ne sais pas qui dit ça. Voilà, ça serait une deuxième proposition qui, à mon avis, serait intéressante. Maintenant, je vais parler en mon nom, et je vais revenir sur ce que vous disiez, sur le fait que c'était dramatisant, mais je suis assez d'accord avec vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du dernier rapport du GIEC.
oui, non, peut-être. Moi, j'avais pu lire celui qui avait été fait déjà en 2014, qui était déjà, je trouve, très alarmant. Celui qui a été fait récemment l'est d'autant plus. Alors effectivement, on parle beaucoup on a parlé de la démocratie, on a parlé de fiscalité, on a parlé de beaucoup de choses. Et pourtant, moi, le sujet qui me préoccupe le plus, c'est comme disait madame, dans 50, dans 100 ans, ça se trouve, on sera tous en train de se battre pour survivre, pour que l'espèce humaine survive. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on ne fait rien, ou du moins pas grand-chose pour ça. Quand je vois des lois qui ne passent pas, alors je vous incrimine pas, je sais qu'il y a des votes, etc., mais voilà, bref. Des lois du genre l'arrêt de l'utilisation du plastique à usage unique. Pourquoi la loi n'est pas passée? Alors, c'est quand même un produit très polluant. Ça fait partie des produits qui créent ce qu'on appelle les continents de plastique. Des lois sur le retour en arrière, comme quoi la France devait diviser par 4, arrêtez-moi si je me trompe, diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. Je crois que ça a été annulé. Pourquoi? Alors que c'est important. Le glyphosate. Il y a plein de choses comme ça. Pourquoi ça ne passe pas? Alors que l'écologie est quand même quelque chose de très important, surtout maintenant, quand on voit toutes les catastrophes qui existent, que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les destructions d'espace, que ce soit les disparitions d'espèces. On parlait des abeilles tout à l'heure, les abeilles sont passées dans les espèces en voie de disparition. Pourquoi? Alors que c'est une espèce qui est extrêmement importante, notamment pour l'agriculture et pour la culture de beaucoup de produits. Les oiseaux aussi, mais les abeilles de pollinisation notamment. On parlait des jeunes tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des grèves pour le climat. Pourquoi c'est les jeunes collégiens, lycéens, étudiants qui sont obligés de se mobiliser maintenant pour que les gouvernements agissent? Tant mieux, mais pourquoi les personnes plus âgées ne le font pas ou beaucoup moins? Ça va venir, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ça se fasse, justement? Vous allez mourir, mais vous allez laisser quoi aux jeunes, justement? Je reviens sur le côté politique du truc. Certains d'entre vous, peut-être via les réseaux sociaux, parce que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, ont entendu parler de l'affaire du siècle, que beaucoup de personnalités de l'internet, et des ONG notamment, Greenpeace France, etc., veulent emmener l'État en justice pour son inaction face à l'écologie, au problème écologique. Une pétition est en ligne en plus. Je m'adresse à vous, arrêtez-moi si je me trompe, il me semblait que M. de Rugy, qui est le ministre de la Transition écologique, disait au début de l'histoire, ça sert à rien de faire ça, c'est pas en emmenant en justice les politiques que ça va faire bouger les choses. Aujourd'hui, on est à plus de 2 millions de signatures. Et là, M. de Rugy intervient et commence à reprendre l'affaire pour lui. Pourquoi? Est-ce qu'il a peur? C'est politique. Mais... Alors allez-y Dylan, continuez pour la... Pardon. Donc tout ça pour dire que je vais peut-être être alarmant, mais c'est bien beau de parler de comment on pourrait faire pour améliorer le pays, l'économie, etc. Je pense que la première chose à faire, ça serait d'améliorer les conditions de l'écologie. Peut-être faire en sorte que tout ce qu'on est en train de détruire, on arrête de le détruire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actions qui peuvent être menées. Alors certes, économiquement, ça va coûter très cher. Alors certes, on est endetté. Et là, j'incrimine pas que l'État français, je parle au niveau aussi mondial, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ne font rien, pas dans le bon sens. Mais après, l'argent, ça verra plus. Tout ça pour dire que l'argent, on est capable de le trouver pour certaines choses dès qu'on a besoin. Pourquoi on n'est pas capable de le trouver pour agir pour l'écologie? Voilà. Eh bien, merci pour ces réflexions sur la quatrième thème. Écoutez, avant le verre de la convivialité, parce qu'on a entendu déjà des bruits agréables, donc je vais juste vous remercier pour votre contribution. Je pense qu'on a eu un débat de qualité.
des échanges variés, des échanges qui se sont établis entre les uns et les autres avec des positions très diverses, on l'a vu. Je voudrais souligner la contribution des jeunes de la mission locale qui avaient déjà fait un débat et qui est venu ici reporter finalement les conclusions. Et je pense qu'on peut vous remercier. Je voudrais juste citer quelques phrases que l'on peut retenir, qui m'ont paru importantes, qui sont fortes. Que veut-on faire de notre société finalement demain ? On a entendu également réinventer la démocratie, faire de la politique autrement, la transition écologique qui doit être au cœur des débats. Voilà donc beaucoup de propositions qui seront toutes reportées, qu'il s'agisse des remarques, des questions, des suggestions, des propositions. Nous allons nous être le relais au travers de ce grand manifeste pour l'Orne et nous espérons que ces propositions seront entendues parce que ce grand débat doit donner lieu à des propositions qui doivent être entendues. En tout cas, nous serons le relais, nous ne sommes que le relais à ce niveau, mais il était important que les Ornaises et les Ornais puissent être entendus. En tout cas, c'était l'objectif des élus, des parlementaires, présidents du conseil départemental et du maire de l'Aigle. Voilà, je vous propose de nous retrouver autour du verre de la convivialité. Un grand merci à